Peu après 6 heures, ce lundi 5 décembre 1966, nous arrivons en vue de la côte sud-est de l'île de Heiau. Heiau revêt à mes yeux un intérêt particulier. Je suis curieux et impatient de découvrir l'île où Georges de Caunes a séjourné, entouré de ses animaux domestiques dont son fidèle chien, Eder, dans le cadre d'une expérience de 4 mois que j'ai pu suivre il y a quelques années par l'intermédiaire d'émissions de la radio. De hautes falaises noires bordent l'île à cet endroit. Les vagues formées par la forte houle du large viennent exploser au pied de ces murailles dans un fracas que l'on perçoit déjà. Le plateau sommital, ocre et beige, ne laisse entrevoir aucune végétation, et au fur et à mesure que nous nous en approchons, son revêtement semble changer de forme, comme s'il se déplaçait. Et c'est bien ça. Cette masse mouvante est un troupeau de moutons qui lentement progresse vers l'intérieur des terres, peut-être gêné par notre venue. Malgré l'éloignement, j'évalue le nombre de têtes qui le composent à 5 ou 8 fois le troupeau de mon village qui en comporte 120. Comme autant de bêtes peuvent-elles survivre à longueur d'année sur une terre aussi aride? Ces animaux, introduits par les Européens afin de disposer d'un garde-manger, sont responsables en grande partie de la disparition de la couverture végétale de l'île. En l'absence de prédateurs, ils ont proliféré au point qu'ils sont maintenant considérés comme des nuisibles. Il est décidé en passerelle d'organiser un exercice de tir de 100 mm contre terre à destination du troupeau pour en réduire l'importance. De plus, cette canonnade est très réaliste dans le contexte d'un débarquement qui se prépare. Les quelques obus envoyés dispersent très vite le troupeau. La cible, devenue imprécise, continue sa migration maintenant rapide vers l'intérieur de l'île, mettant hors de portée des tirs ces pauvres bêtes. Le Doudard de l'Agré poursuit sa route le long de la côte ouest à destination d'une crique, au fond de laquelle une minuscule plage de galets fera l'affaire pour procéder à un débarquement par baleinière de récif. Le beaching est tout proche à présent et les machines sont stoppées. Nos baleiniers polynésiens mettent à l'eau leurs robustes embarcations et la coupée de mer étant aussi en place, la première section d'hommes en treillis descend pour s'entasser avec armes et sacs dans la baleinière qui roule bord sur bord. Elle s'éloigne ensuite vers le rivage, propulsée par son moteur hors bord, de 15 chevaux. Tranquillement, la deuxième section à laquelle j'appartiens attend son tour, en suivant des yeux, depuis la plage arrière, la progression de l'avant-garde. Visiblement l'approche est délicate, mais sans trop hésiter, le patron de l'embarcation attrape une vague assez porteuse pour faire atterrir sur la grève la barcasse lourdement chargée. C'est fait, oui, mais elle s'est posée en travers, et pas suffisamment loin, de sorte que la vague suivante fait chavirer l'ensemble, jetant à l'eau tous ses passagers et leurs bagages. Comme tous, j'observe la scène. C'est la confusion sur la plage. Une partie du personnel s'est mise en sécurité, loin du ressac, alors que l'autre tente de remettre sur sa quille la baleinière. Après y être parvenus, ils reviennent tous trempés à bord, avec seulement un blessé léger et, hormis une plaque de mortier, avec tout le matériel emporté, même celui qui avait séjourné au fond de l'eau après l'accident. L'opération de débarquement jugée trop périlleuse est annulée. J'en suis très heureux, mais quand même, j'aurais bien aimé la voir de plus près, cette île de Georges de Caunes. À 18h ce même jour, nous sommes de nouveau à Nukuiva, d'où nous devons appareiller à 8h demain pour Uapu. Dans la matinée du 6 décembre 1966, je découvre depuis le large les aiguilles montagneuses d'Uapu, sans équivalent en Polynésie. Plantées droites comme des monuments au centre de l'île, elles confèrent à cette terre une atmosphère mystérieuse. On y verrait presque une œuvre d'origine humaine, si la taille imposante de ces monolithes ne nous renvoyait pas plus raisonnablement
au long travail de la nature. Depuis notre mouillage en face de Akatoa, une embarcation dépose à terre pour quelques heures les permissionnaires. Cette courte escale prend fin à 23 heures, alors que nous quittons ce lieu exceptionnel et aussi les marquises, à destination de Papeete. J'étais de service aujourd'hui, alors je ne ramène que quelques photos et l'envie de revenir. Papeete, le 8 décembre 1966. C'est toujours un plaisir de retrouver son port d'attache et ses habitudes. C'en est un aussi de découvrir le courrier qui fait retour à celui que vous avez envoyé. Mon temps depuis notre arrivée à Papeete est partagé entre les horaires de travail ou de service à bord, mais aussi les travaux ménagers personnels et les sorties diverses, seuls ou avec les copains. Le bâtiment reprend de l'allure sous l'action conjuguée des grattes et des pinceaux. Les points de rouille et les coulures apparues en mer ont maintenant disparu, juste avant le 17 janvier 1966, date à laquelle nous changeons de commandant. Ce jour-là, en blanc complet, l'équipage est aligné sur la plage arrière du Doudard de l'Agrée et la garde d'honneur tirée à 4 épingles attend à la coupée la venue de l'amiral accompagné du nouveau commandant. Notre toujours excellent clairon signale leur arrivée sur le ponton par un garde à vous, suivi des honneurs. Puis le sifflet du Bosco mentionne leur franchissement de la coupée du bâtiment. Ces autorités maintenant face à nous, l'amiral s'adresse à l'équipage par une formule d'usage, en la circonstance. Il présente le pacha, puis, concluant, il ordonne, je cite, « Vous reconnaîtrez à présent comme votre commandant le capitaine de frégate Besneau ici présent, etc., etc., etc. » Le commandant du pont, qui nous a conduits des eaux froides de l'Atlantique au lagon clair du Pacifique, quitte le bord avec les honneurs rendus par la garde. Le 21 décembre 1966, nous franchissons le bras de mer qui sépare Tahiti de son île sœur, Moorea. Durant 3 jours de véritable détente, nous visitons les baies de Cook et d'Opunou, appelées aussi baies de Papetoai. Baignade, promenade à pied ou en vélo constituent l'essentiel de nos activités dans cet endroit qui n'a rien à envier à Tahiti. Le 24 décembre 1966, à 8 heures, nous rentrons à Papeete pour y passer le réveillon de Noël, à quai à Whareute. Puis, le 25 décembre à 21 heures, nous appareillons à nouveau, cette fois vers Bora Bora. Le temps est magnifique ce matin du 26 décembre 1966, alors qu'à 8 heures nous franchissons les passes en face de Vaitapé pour rejoindre le quai américain. Par-delà la barrière de corail écumante, le soleil fait scintiller les eaux calmes du lagon aux couleurs si diverses, allant du bleu profond au bleu pâle, prenant des teintes sable presque blanches sur les hauts fonds et aux abords du rivage. Le mont Otemanu, pic rocheux dressé au centre de l'île principale, domine de ses 700 mètres un tapis d'épaisse verdure étalé sans discontinuer jusqu'à la côte. Les habitations se dévoilent alors, alignées le long de la route de ceinture, sur laquelle, par petits groupes, des piétons et quelques scooters convergent vers notre poste d'amarrage. Incontestablement, cet endroit est à la hauteur de sa réputation, moins majestueux que les marquises, mais ô combien plus proche des images de paradis évoquées dans les livres. Amarré à l'étroit quai de corail qui presque totalement est recouvert par les herbes et si près des cocotiers, le bateau semble posé au milieu de la nature. Les curieux, déjà nombreux à terre, observent les popas qui s'agitent sur la grande pirogue grise. De jeunes enfants nagent le long du bord en nous interpellant. Ils sollicitent l'envoi de pièces de monnaie qu'ils récupèrent entre 2 eaux après quelques brasses rapides. Parfois, au travers de cette eau parfaitement claire, nous les observons proches du fond sableux, à 18 mètres sous la surface. Côté terre, des femmes enroulées dans leur pareil au chamarré
installent sur des nattes des souvenirs pour les proposer à la vente. Bois sculpté, pirogue à voile, coquillages assemblés ou non en collier, tissus, maillots imprimés, mourets qui sont ces jupes en fibres, cartes postales et même carapaces de tortues finissent par recouvrir presque tout l'espace disponible autour de la coupée et après autorisation par envahir la plage arrière du Doudard de l'Agré. Les marchandages vont bon train, d'abord en francs CFP, puis chacun trouve son compte, semble-t-il, dès que le troc s'installe. Sans être vraiment démunis, les habitants des îles peuvent manquer de certaines choses, sinon les payer très cher. Alors on nous demande à échanger du voile de soie, c'est de l'eau de toilette, de la lessive, des savonnettes, des serviettes éponges, des bonbons, des cigarettes blondes. Les bas prix pratiqués par la coopérative du bord nous procurent donc un moyen d'acquérir avantageusement toutes ces belles choses à montrer plus tard en France, sans pour autant pénaliser les Polynésiens. Les enfants, en grand nombre, nous entourent amicalement, nous saisissent par les vêtements afin d'attirer notre attention. Ils posent 1000 questions, demandent des bonbons, des pommes, donnent gentiment et sans contrepartie de ces petites porcelaines communes qui servent à confectionner colliers ou décorations diverses sur les costumes de fête. Que faire sinon donner aussi ? Nous remplissons tous nos poches de caramel et de pastilles de menthe qui vont se substituer à des dizaines de coquillages, souvent mal vidés et en décomposition. Qu'importe, tout cela est tellement sympathique. En permission, à terre, ces gamins qui ne nous quittent plus, nous guident, nous renseignent, surveillent nos affaires sur la plage, même quand le stock de bonbons est épuisé. À pied et en truck, c'est à Vaïtapé que nous nous rendons. Le village, bien calme, s'étale le long de la côte et n'offre pas aujourd'hui un grand intérêt, car tout le monde est au quai américain. Nous trouvons sans peine la tombe du navigateur solitaire Alain Gerbaud, érigée au milieu d'une place ombragée, en bordure de lagon et proche d'une jetée bétonnée totalement déserte. Je prends quelques photos de l'une et de l'autre, puis nous finissons notre visite devant une Inano, assis sur des caisses de boissons, car, comme très souvent lors d'escale dans ces villages, tout l'équipage ou presque se retrouve dans l'unique établissement de distribution, peu préparé à recevoir autant de monde. Ici on sert aussi des repas et si j'ai bien compris, il est possible de commander de la tortue. Le retour, à pied, nous permet d'apprécier pleinement l'admirable paysage qui, sous le soleil rasant, prend du relief et des couleurs plus chaudes. Ce soir, il y a séance de cinéma en plein air pour tous, avec au programme un western en couleurs, thème apprécié en Polynésie. Sur le quai, déjà bien occupé par les spectateurs en quête de bonne place, c'est-à-dire devant, l'écran est suspendu contre la coque à hauteur du poste des officiers mariniers et le matériel de projection en face a été soigneusement réglé. Il ne manque que la nuit pour débuter le spectacle. Les habitants viennent de toute l'île par tous les moyens de locomotion existants. Les trucks surchargés débarquent des familles entières qui s'installent à même le sol, se serrant au mieux pour faire de la place aux gens qui ne cessent d'arriver. Nous avons du mal à trouver un coin d'herbe où nous asseoir, et une fois de plus, ce sont nos jeunes amis qui nous invitent à nous installer près d'eux, le nez presque sur l'écran. Hélas. Tant pis. Pour répondre à ce geste amical et aussi aux demandes gourmandes, je fais un bref retour à bord afin de ravitailler en bonbons. Il y a maintenant plusieurs centaines de personnes patientant devant l'écran, alors presque à l'heure prévue, on éteint les lumières du bâtiment à tribord et le projecteur s'illumine, soulevant une clameur de satisfaction. Ces gens vivent le film. Grands et petits réagissent à l'extrême aux diverses situations, en particulier aux bagarres qui provoquent rire et cris. Les passages tendres suscitent des commentaires difficiles à saisir, de la moquerie peut-être.
Pour moi, le spectacle est aussi dans la salle, ou si vous préférez, sur le quai, et la satisfaction pour nous tous est totale jusqu'au mot de la fin. Tout le monde se sépare alors, non sans se promettre de se revoir le lendemain. Les jours suivants se déroulent à l'identique, faisant de cette escale un vrai séjour de détente. Baignade, plongée, pique-nique, randonnée à pied, soirée au village ou au cinéma d'Oudard restent nos activités favorites jusqu'au soir du 29 décembre, puis, dans la nuit, nous recevons l'ordre d'appareiller. Un chalutier coréen demande de l'aide, il s'est échoué sur l'atoll de Scilly, au nord-ouest de l'archipel de la Société. À l'issue du temps nécessaire au lancement des machines, il est 3h50 du matin quand le Doudard de Lagrée s'éloigne à petite vitesse du quai vers les passes. Celle-ci, une fois franchie, c'est presque à puissance maximum permise que le cap est mis en direction des naufragés. Le 30 décembre, vers 9h, nous sommes en vue de Scilly. Scilly, le nom polynésien est Manuae. Nous sommes en vue donc du chalutier Nam Ae qui, après s'être échoué sur la barrière de l'atoll, a été drossé, c'est-à-dire poussé, vers l'intérieur par des déferlantes. Il est maintenant presque hors de l'eau sur le platier et il s'incline sur le côté. Alors, sans être un expert, je crois bien qu'il a pris là ses quartiers pour longtemps. Tout l'équipage du pêcheur est resté à bord, car une tentative de débarquement sur l'île aurait été risquée, tant le ressac est important et les pâtés de coraux nombreux. Nous proposons aux marins une évacuation par treuillage entre les deux bords, mais le capitaine se montre réticent. Il semblerait qu'un autre bâtiment de la compagnie se porte à leur secours, et cette perspective le fait temporiser. Il finira par accepter la proposition pour son équipage en précisant qu'il restera à bord avec un autre marin. Le matériel léger nécessaire à la manœuvre est embarqué dans un LCPS. Ce dernier fait ensuite route vers le récif en tractant un filin souple auquel est attaché le câble support en acier. Le Doudard de Lagrée, positionné à proximité, tout en prenant garde de ne pas s'échouer lui aussi, laisse se dévider l'ensemble. Notre embarcation parvenue à proximité du Nam Ae, le filin de chanvre est passé par-dessus la barrière de corail avec l'aide d'un fusil lance-amarre. L'ensemble est ensuite halé à bord du chalutier jusqu'à saisir et fixer l'extrémité du câble d'acier. Une fois ce lien solidement arrimé de part et d'autre du récif, l'évacuation peut commencer. Une chaise de calfa, coulissant le long du câble support, porte un à un les marins au-delà des brisants où le LCPS les récupère. L'opération sur le point de se terminer, alors que les derniers rescapés montent à bord du Doudard de Lagrée, on entend un haut-parleur vociférant s'adresser aux Coréens dans leur langue. À la surprise générale des gens de la plage arrière, le chalutier attendu est là, et il demande avec force à ses compatriotes de rallier leur bord. Finalement, nous gardons nos infortunés passagers, et le nouvel arrivant s'engage à porter assistance au personnel resté sur le navire échoué. En fin de matinée, dégagés de toute obligation, nous quittons les lieux, cette fois vraiment à puissance maximum permise, car bien qu'il n'y ait plus d'urgence vitale, nous sommes tout près du réveillon de la Saint-Sylvestre et encore loin de Papeete où il doit avoir lieu. 18h ce 31 décembre 1966. Nous sommes à quai, côté ville, à Faréouté. Les Coréens sont débarqués. À 22h, le repas de réveillon nous est servi comme prévu. Le 2 janvier 1967, nous passons la journée à Moorea, en baie de Papetoai, avec à bord le gouverneur de la Polynésie française, M. Sikurani, entouré des athlètes ayant participé au second jeu du Pacifique Sud.
Le 3 janvier, nous entrons en carénage. Ce sont les remorqueurs qui nous présentent dans l'axe du dock flottant, partiellement immergé afin d'en permettre l'accès. Les haussières, une fois passées, tout se déroule comme lors d'une mise au bassin. Le bâtiment est positionné avec une grande précision au fil à plomb, de telle sorte que sa quille repose sur l'étain lors de l'échouage. Cette opération s'effectue sous la surveillance d'un plongeur qui observe le contact avec le fond. Vient ensuite la pose des clés entre la coque et les parois du dock, puis la purge des ballastes de ce dernier étant terminée, notre bateau présente à la vue sa carène sale et ses 2 hélices verdâtres. Sans attendre, les ouvriers de l'arsenal débutent la remise en état de l'ensemble des parties habituellement immergées. Grattage, sablage, peinture finissent par avoir raison en quelques jours de la rouille et les gaillacs, usés par le frottement des lignes d'arbres, sont une fois de plus remplacés. Le 11 janvier 1967 a lieu la remise en eau. Nous retrouvons alors notre poste à Faréouté, où les travaux sur les superstructures sont poursuivis et achevés. Le 19 janvier 1967, c'est un bateau d'aspect neuf qui appareille à 7 heures le matin pour rejoindre l'archipel des Toubouailles. Le 21 janvier 1967, à 15 heures, nous sommes devant Toubouailles, l'île qui a donné son nom à l'archipel. Nous ne séjournons que quelques heures ici, juste le temps de susciter l'envie d'y revenir. Le 22 janvier 1967, c'est à Rouroutou que le Doudard de Lagrée mouille, pour à peine un peu plus de temps. Nous en partirons le 23 janvier 1967 vers une nouvelle escale d'un jour à Raivavae le 24 janvier 1967. Ces escales trop courtes ne m'ont permis de sortir qu'une seule fois, durant un après-midi passé sur le platier infesté de murènes de Rouroutou, en compagnie de quelques bons copains et de notre chienne Zazie, à la recherche de coquillages. Le 25 janvier 1967, avant 7 heures, le Doudard de Lagrée zigzague lentement à bonne distance de la passe de Rapa-Iti. Cette terre est la plus australe des îles habitées de l'archipel et c'est aussi la plus élevée. Elle offre un mouillage sûr, bien abrité, situé au fond d'une baie entourée de monts et de collines. Son accès est toutefois rendu difficile du fait de la présence d'écueils rocheux. De plus, ici, il n'y a pas de bouée de chenalage. En conséquence, une de nos embarcations est armée avec pour mission de baliser la passe. Son équipage signale donc les hauts-fonds simplement en y plaçant quelques perches. Le chenal ainsi rudimentairement sécurisé, le Pacha engage son navire vers le cœur de cet ancien cratère aux allures de fjord norvégien. Le paysage est austère mais somptueux. Sur la gauche, un massif domine de son pic les quelques maisons du village d'Oréi, vers lequel nous nous avançons lentement. À droite, au pied de monts moins élevés, défile Area, le second village, puis le fond de la baie se dévoile blotti au cœur de l'île. À terre se côtoient des espèces végétales des zones tropicales et tempérées. Des saules pleureurs agrémentent les jardins, non loin de la cocotteraie qui escalade les flancs du mont Péréaou, derrière le village d'Oréi. On cultive ici les mêmes légumes qu'à Tahiti, mais aussi ceux qui poussent dans mon jardin de Fontaine-les-Grès. Les maisons sont construites principalement en matériaux durs, sans doute pour mieux résister aux ouragans si fréquents dans cette zone du Pacifique Sud. Plusieurs d'entre elles sont abandonnées, murs entiers et encore bien droits, mais sans leur toiture de tôle ondulée, arrachée sans doute par les vents violents. Les gens sont curieux, accueillants, sans toutefois manifester un enthousiasme identique à celui des habitants de Bora Bora. Il me semble aussi qu'ils ont un teint plus foncé que les Tahitiens.
Le ravitaillement de cette île du bout du monde se fait 2 fois par an lors du passage de la goélette ou, si urgence il y a, un bâtiment de la Marine nationale est envoyé. J'aimerais explorer cet endroit où, paraît-il, de nombreux vestiges du passé sont encore visibles dans les montagnes et dans les vallées du centre. Mais demain, à 12 heures, nous repartons. 26 janvier 1967. Après une courte traversée de 4 heures, il est 16 heures lorsque nous sommes en vue des îlots Marotiri, appelés aussi îlots de Basse. Nous avons pour mission d'effectuer ici des relevés radars afin de positionner entre eux ces 4 rochers émergeant à une quarantaine de nautiques au sud-est de Rapa Iti. Les cartes actuelles seraient imprécises à ce sujet. Une embarcation est mise à l'eau. Elle doit se rapprocher de l'îlot sud, le plus grand et le plus haut. Ce dernier offre une possibilité de débarquement sur une minuscule plage en éboulis au bas de sa falaise, mais le risque étant trop grand, personne ne mettra pied à terre. Il me semble apercevoir sur le sommet ce qui pourrait être une construction. Cependant, aucun des documents consultés ensuite n'ont été à même de confirmer cette vision. En quelques déplacements autour du site et à peine plus de plots sur calque, des 4 cailloux ou des 4 îlots, nous avons glané de quoi dessiner avec précision le micro-archipel. Nous mettons alors le cap vers des rivages plus hospitaliers, au nord, vers Rematara. Cette dernière escale de notre périple austral est atteinte le 28 janvier 1967. C'est en baleinière que nous touchons la côte de cette île au relief peu élevé et ceinturé d'un étroit lagon. La visite du petit village et une baignade sur les fonds rocheux tout proches de la barrière occupent un après-midi ensoleillé. Le soir du même jour, le Doudard de Lagrée fait route vers Tahiti, mettant un terme à cette trop courte croisière de 10 jours, durant laquelle nous avons découvert 6 endroits bien différents les uns des autres. J'espère qu'il me sera donné l'occasion de revoir plus longuement cet archipel. Le 29 janvier 1967, nous sommes de nouveau à Faréouté, dans notre port d'attache, pour quelques jours seulement.